Donc, j'ai pas de. En fait, j'ai des choses que je pourrais partager si jamais ça s'avère pertinent pour la période de questions ou de la discussion. J'ai plutôt préféré m'organiser un petit peu avec des notes. Donc, je vais partager plutôt une série de peut-être ce que j'appellerais des figures de pensée. En fait, donc je parlerai pas beaucoup des côtés techniques, en fait, de l'intelligence artificielle ou des algorithmes avec lesquels je travaille dans ma recherche ou avec mes étudiants. Bah, j'ai peut-être le support visuel est un petit peu derrière moi, donc mon affiche pour mon atelier d'architecture de cette session-ci, où on travaille beaucoup de la narrativité et les récits autour du projet. Et c'est peut-être pour moi une des façons d'aborder une sorte d'architectonique, en fait, qui se construit sur ce qui pourrait être généré par des algorithmes ou repéré par des algorithmes. Et de l'autre côté, le projet dont Gabriel a parlé, Masque du génie du lieu, où j'utilise surtout l'algorithme principal, c'est des cartes auto-adaptatives bidimensionnelles et unidimensionnelles pour caractériser les rues dans un espace haut dimensionnel de la province du Québec. Ben, là, j'ai appelé ça un prototype parce que idéalement, ce serait l'ensemble de la planète. Mais bien sûr, même avec l'Alliance numérique du Canada, il y a des limites de computationnel avec tout ça. Donc, j'essaie de commencer petit puis, et d'agrandir par la suite. Donc, j'ai organisé mes propos aujourd'hui, en fait, autour de trois figures de pensée. J'oserais pas dire que c'est une approche panoramique. Je pourrais pas faire une sorte d'état de l'art de ce qui se fait actuellement. C'est plus ce avec les idées avec lesquelles je pense actuellement. J'avais nommé mon exposé aujourd'hui IA et IA, donc intelligence artificielle et invention architectonique. Euh, j'arrive en fait à aborder création et imitation, création en architecture par imitation et invention en me référant en fait en premier à cette histoire que raconte Cicéron, en fait, dans le deuxième livre de l'invention oratoire, où il parle en fait d'une scène en fait ou d'un scénario où Zeuxis d'Héraclée doit peindre un tableau en fait de Hélène de Troie et il doit donc Hélène de Troie étant une figure mythique doit incarner une sorte de beauté parfaite et donc, pour ce faire, il dit, bah, ceci n'existe pas, cette beauté parfaite n'existe pas dans le monde réel, mais se trouve peut-être dans un ensemble de modèles incarnés par différentes personnes de la ville. Donc, il a demandé des plus belles filles, hein, parce que c'est l'histoire de l'époque, les plus belles filles de la ville, qu'elles viennent être ses modèles, en fait, pour son, euh, son chef-d'œuvre. Et c'est un exemple qui est cité par les architectes quand on parle en fait du rôle de l'imitation en architecture et du rôle de l'invention. Et donc je différencierais peut-être l'acte de création que parfois on peut associer plutôt à une sorte de création ex nihilo ou qui peut-être par moment est teintée par une sorte de romantisme du génie artistique, pour l'amener vers l'imitation et l'invention qui ramène en fait l'idée que nous choisissons selon des choses qui se trouvent déjà dans le monde dans lequel on est né et que nous héritons en fait de nos prédécesseurs et que nos prédécesseurs ont eu à tenter de comprendre, de gérer, aussi à imiter nés aussi dans un monde qui ne leur ressemblait pas en fait. Donc il y a aussi un aspect d'apprentissage à vivre dans un monde qui n'était pas parfaitement fait pour nous, que je trouve aussi intéressant comme universitaire. Et donc, cette scène, en fait, de Zeuxis, d'Héraclée, est citée dans un livre qui s'appelle, que j'utilise dans mon enseignement, qui s'appelle Architecture, Liberty and the Civic Order. C'est de Carol Westphal.
un historien de l'architecture, qui, en fait, constatait qu'il y avait une perte graduelle d'intérêt et même une sorte de respect pour le mimétisme, en fait, pour l'imitation en architecture. Il le voyait, je pense qu'il le voyait aussi plus large, mais c'est l'architecture que je voudrais plutôt traiter aujourd'hui que peut-être avec une influence de Hegel, l'arrivée des sciences sociales qui commençait à mettre l'être humain un petit peu sous la loupe analytique, on a tendance à remplacer en fait le canon avec ce qu'on appelait à l'époque les influences, en fait, donc géologie, climat, culture, etc., l'image que je vous donnerai, c'est l'arbre, un arbre qui a été présenté par Bannister Fletcher, qui est une sorte d'arbre d'architecture avec les influences en bas et les différentes nations, en fait, avec leurs architectures qui montaient jusque vers, bon, pour le 19e siècle et un penseur américain, l'architecture américaine au summum. Donc, c'est une représentation de l'époque qu'on trouvait problématique ou qu'on trouverait problématique aujourd'hui parce que non seulement ça développe une sorte d'hiérarchie, en fait, dans toutes les références, alors qu'aujourd'hui, on est plus dans un espoir, en fait, ou un système de valeurs qui voudrait augmenter le nombre de sources et de canons auxquels on fait référence. Mais aussi, ça aplatissait en fait les influences et coupait un petit peu pour Westphal, avec la tradition en fait. Et la tradition qui était quelque chose dont il y avait des projets, des références qui méritaient d'être imités. Et donc, on fait face un petit peu, et je pense que c'est un petit peu la même chose aujourd'hui, que le canon, en fait, donc ce sont des exemples à suivre, ce sont ceux qui incarnent, ceux qui incarneraient, en fait, dans le classicisme, un mariage du beau, du bien et du vrai. La copie est peut-être de plus en plus, ou a été longtemps mal vue, en fait, parce qu'on voulait justement se libérer du poids des références et de l'histoire et de la tradition, en fait, pour se libérer de ce poids, en fait. Et Westphal nous rappelle tout de même que pourtant, on, on peut apprendre à imiter en copiant. Et nous le savons bien sûr par expérience que parfois en apprenant par des expériences corporelles, que nous apprenons à marcher, nous apprenons à faire de la gymnastique en regardant aussi les autres faire et en essayant de faire un peu comme eux et après on fait à notre façon. Et peut-être on peut même faire mieux. En fait. Donc c'est quelque chose qui rejoint un aspect peut-être humain qui est assez bien ancré. Et en architecture, on le sait aussi par l'apprentissage qu'on apprend en faisant. C'est-à-dire qu'on prend, on apprend et peut-être éventuellement on comprend. Ce qui est curieusement l'inverse, en fait, de ce que, du moins à l'Université Laval, est proposé comme l'ordre pour l'apprentissage dans leurs sciences de l'enseignement. Euh, dont, en fait, dans l'apprentissage de l'architecte, l'utilité des stages, bien sûr, et dans d'autres domaines artistiques. Mais avec le canon, avec les exemples qui méritent d'être imités, l'hypothèse qu'il y a quelque chose d'invariant qui est transmis par les objets du monde et qui mérite d'être imité. Cela nous permet aussi de développer le jugement, un jugement de comment sélectionner, en fait, de comment faire des choix à des moments clés dans un projet en regardant les choix qui ont été menés par le passé. Et ça pose un petit peu problème, peut-être, ou ça dépend de comment on le voit, que toute source, bien sûr, n'est pas égale, en fait. Et la valeur d'une œuvre n'est pas donnée, mais doit être démontrée. Et pas nécessairement expliquée non plus, parce que ça nécessiterait une analyse de choses qui parfois résistent aux mots, en fait. Et donc ça, c'est peut-être une dimension de quelque chose de transcendantal ou presque par même religieux qui peut nous mettre un petit peu mal à l'aise, de mythique en fait dans la force iconique de certains exemples. Donc, le problème de la sélection du canon, je l'aborde en me faisant, je travaille quand même pas mal avec la pensée de Michel Serres dans mon travail, avec l'idée du canon, on pourrait dire l'associer un seul et unique canon à un soleil, à un seul et unique soleil, source du savoir, qui occupe une place privilégiée et qui peut même bloquer l'accès aux autres.
Il propose plutôt un nouveau modèle du savoir qui serait, en disant à sa façon, abat la naine jaune, en fait, la naine jaune qui est notre ciel, notre étoile, notre petite étoile de notre système solaire. Euh, et donc, l'éloge qu'il fait, en fait, pour le savoir, le modèle du savoir qu'il fait, c'est le ciel étoilé, en fait. Donc, on pourrait voir de façon, comme le canon, disons, les potentielles sources du canon ou d'un travail canonique se multiplient comme maintes sources de référence. Donc, il y voit, et je le suis, dans une piste en fait de réconciliation entre l'humain et la biosphère, parce que, comme Serre remarque dans une conférence qui s'appelle L'information et la pensée, tout pense, en fait, tout traite, stocke, émette et reçoit de l'information. Et donc, nous sommes tous ensemble, disons-le comme ça dans le modèle, sous la voûte céleste commune, en fait. Donc, nous trouvons sous les mêmes étoiles, même si on ne développe pas les constellations peut-être de la même façon, que toutes les étoiles n'ont peut-être pas la même importance. Donc, il s'agit moins d'insister sur un seul et unique canon, mais d'apprendre à être canonique, c'est-à-dire de faire une sélection judicieuse de ce qui retient notre intérêt du monde qui nous a précédés. Et on fait cela dans un corps mimétique. Donc, le corps mimétique, ça rejoint ou ça aide à comprendre, en fait, notre allergie envers l'imitation à cause de la copie, parce que nous avons dans nos racines anthropologiques, que nous avons un petit peu observé, que les anthropologues et ethnologues ont observé de différentes façons dans l'ensemble des cultures humaines, euh, le, le, la- le modèle, en fait, mimétique, c'était surtout développé par René Girard, qui l'avait publié dans plusieurs livres que je vais partager avec Gabriel si je n'ai pas le temps de les citer, mais qu'avec l'imitation, entre communautés humaines, l'imitation pose un certain défi parce que nous pouvons tomber dans une rivalité mimétique. C'est-à-dire que nos fondements culturels, en fait, celui qui nous copie nous menace ou peut nous menacer lorsqu'il commence à trop nous ressembler et cette ressemblance devient rivalité. Donc, pour se protéger, parfois on dit, je ne veux pas avoir de référence, je veux plutôt je veux pas être accusé de copier, mais le risque, c'est de couper en fait cet autre aspect du mimétisme qui est le fait qu'on apprend. On apprend des autres, on apprend de ce que les autres aussi ont fait. Et nous voyons en fait que nos fondements culturels cherchent à éviter l'effondrement de la communauté et on cherche à canaliser cette violence-là. Une violence qui allait par le passé vers le bouc émissaire ou un individu en particulier pour résoudre les conflits intestins. Mais aujourd'hui, nous vivons à une échelle, en fait, où personne ne peut être vraiment exclu de la communauté. Donc, on n'a plus vraiment ce dehors. Et ce dehors-là, encore plus que ce, ce, les, cette tentative dévier de la violence en dehors de la communauté va vers la planète, en fait, que nous constatons que notre symbiote, ce qui est la biosphère, nous sommes en train de le menacer. Donc, euh, le problème, en fait, ou le paradoxe, parce que c'est pas vraiment, ou l'obstacle, parce qu'on on peut pas vraiment le résoudre, c'est que cette descente vers cette violence intestine dans le modèle mimétique est inévitable et que les cultures, en fait, que nous devons apprendre à les gérer. Il y a également, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une explication biologique pour ça, les neurones miroirs. En fait, vous avez peut-être entendu parler de ça, peut-être dans une autre séance, vous l'avez abordé, et d'autres peuvent l'aborder mieux que moi, certainement. Mais je pense notamment à ce livre de Marco Iacobani, Mirroring People, The Science of Empathy and How We Connect with Others, mais aussi à un autre livre peut-être plus philosophique qui est publié par Nidesh Latu en 2022, Homo Mimeticus, A New Theory of Imitation. Et donc cette théorie mimétique, en fait, là où je veux venir, c'est en partie quelque chose que nous apprenons à projeter et construire dans nos technologies. Et c'est là où où je suis en train d'en venir. Euh,
pour résumer, en fait, je vais résumer, en fait, la théorie mimétique de Girard en juste lisant ce que Serre a dit sur lui, sur sa pensée lors de son discours de réception à l'Académie française autour de 2007. Serre écrit: Anthropologique et tragique, le modèle que vous proposez à notre méditation, en illuminant notre expérience, part du mime et du désir qui en découle. Telle aime la maîtresse de son ami ou l'ami de sa maîtresse. Telle autre jalouse la place de son proche voisin. Quel enfant ne s'écrie moi aussi, dès que frère ou sœur reçoivent un cadeau, et quel adulte peut se défendre d'un même réflexe? L'état d'ego crée une rivalité qui, en retour, nous transforme en jumeaux, réattisant à la fois la haine et l'attirance. Le paysage entier des sentiments violents, des émotions de base, divers et colorés en apparence, jaillit de cette gémellité uniforme et pourtant productive. Nous désirons le désir nous fait même, le même fait désir, qui se reproduit monotone sur la double carte de tendre et de haineux, que vous dessinez avec le pinceau du mime. Le vous, c'est Girard. Mieux encore, ce mimétisme jaillit du corps, du système nerveux comprenant ces neurones miroirs découverts récemment par des cognitivistes italiens et dont nous savons aujourd'hui qu'ils s'excitent aussi bien lorsque nous faisons un geste qu'au moment où nous voyons un autre le faire, comme si la représentation équivalait à l'acte. Ainsi, le mime devient-il un des formats universels de nos conduites. Nous imitons, nous reproduisons, nous répétons. La réplication propage et diffuse les désirs individuels et les cultures collectives, comme les gènes de l'ADN, reproduisent et disséminent la vie. Étrange dynamisme de l'identique dont l'automatisme répondant, répliqué indéfiniment, l'automatisme redondant, répliqué indéfiniment, va se répétant. Donc, nous avons en fait du monde culturel, en fait, cette pesanteur de la violence mimétique qu'il faut apprendre à inverser. Et dans le monde occidental, cet inversement-là se fait avec le modèle de Jésus, en fait, qui dit imitez-moi, pas votre prochain, parce que lui, il sait, il va quitter ce monde, donc il ne sera plus, donc il envoie le rival dans l'au-delà. Mais nous, en architecture, nous comprenons aussi ces enjeux de pesanteur et de grâce, de l'inversement, parce que nous construisons des cathédrales, en fait. Et pas seulement des cathédrales, nous devons apprendre à inverser la pesanteur, la gravité. Donc, on travaille à retarder l'effondrement inévitable du monde, ou si vous voulez, on peut faire une référence avec ça à l'idée de l'entropie. Donc, d'un côté, du milieu bâti, mais de l'autre, avec la crise climatique, euh, de retarder, on espère, voire empêcher l'effondrement précoce de notre biosphère, en fait, donc de la violence que nous l'énergie violente que nous dévions vers la biosphère. Et je commence le troisième et dernier chapitre, que j'ai nommé, en fait, nommons intelligence artificielle et invention architectonique. Donc, si si on est tous sous la voûte céleste, en fait, et nous pouvons imiter le modèle de cette voûte céleste-là, dans une idée que tout pense, donc dans une idée qu'il y a une intelligence artificielle qui se trouve aussi déjà dans le monde, en fait, d'une certaine manière. Et pour donner l'exemple, je prendrai une histoire de la légende de Thalès, en fait, Thalès qui est allé visiter la pyramide de Giza dans l'espoir de pouvoir mesurer la hauteur de la grande pyramide et qui, puisqu'il ne peut pas il peut pas le grimper, en fait, il ne peut pas le mesurer directement, il développe en fait une technique de le mesurer indirectement en, 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 en plaçant sur le sol, en fait, ça dépend de la version de la légende, mais parfois c'est son corps et son ombre qui mesurent, ou c'est un bâton qui place dans le sable et qui regarde en fait le soleil qui laisse une trace sur le sol et il trouve une proportionnalité entre les deux, en fait, les deux hauteurs, en fait. Donc, il est capable de laisser, en fait, dans les paroles de Serre, Michel Serre qui raconte aussi cette histoire-là, c'est qu'il laisse le soleil parler de ces deux éléments verticaux. Il laisse le soleil parler de deux références. Donc, les traces sur le sol
Donc, on peut reprendre l'idée de la disposition architectonique du Vitruve de l'ethnographie, donc la trace au sol. On a les deux éléments verticaux que nous avons traduits en fait comme élévation, mais qui s'appellent aussi orthographie chez Vitruve. Et on laisse le soleil se servir comme point de vue, mais un point de vue qui pourrait être multiplé, donc qui est aussi dans ce qu'on pourrait associer à la scénographie, qui est devenue plus tard la perspective avec la géométrie projective. Donc, avec analogie et proportionnalité, avec le théorème de Thalès, on a une sorte de modèle de la mise en relation de deux entités qui seraient autrement incommensurables et qu'on arrive à se faire rencontrer, en fait, sous le soleil. Ou comme dit Serre, en fait, dans son livre Géométrie, où il parle de cette légende, elles sont autres quand elles sont seules à seules, face à face, mais même à quelque chose près, par rapport à un troisième terme, l'unité de mesure prise pour référence ou règle. Situation triangulaire intéressante et bien connue du mimétisme. Deux différences, localement irréductibles, sont ramenées à la similitude par un point de vue extérieur. Donc, avec la disposition architecte de Vitruve, si on voudrait tenter de le mettre un petit peu à jour, iconographie, scénographie, orthographie, je proposerais, en m'appuyant sur d'autres auteurs que de nouveau je partagerai avec Gabriel suite à la conférence, que l'ignographie ou les traces au sol, cette continuité du soleil au sol, ce sera le domaine du continu. Le continu qui serait une domaine, on pourrait dire peut-être hautement dimensionnel, en fait, parce que dans une infinie de, même si c'est un temps circulaire. L'orthographie ou la rectitude verticale sera l'élévation, ou pour une architecture dans le dessin, l'élévation vue de l'infinité serait hors le temps et hors l'espace et constitue en fait le discret. En fait, la façon de discrétiser ou de séparer, de se segmenter, partitionner le continu. Et donc, la scénographie sera ce point de vue-là irrationnel, parce que si on imagine que la, la trace au sol et l'orthographie qui est verticale, donc le discret et continu, sont incommensurables, ben, leur connexion par la triangulation serait irrationnelle. Donc, cette mise en relation du discret et du continu serait un petit peu incarnerait cette invention architectonique qui tente, comme l'architecture fait, de jointer, de joindre, de mettre en relation les choses qui sont autrement incommensurables et faire en sorte qu'une chose peut parler d'autre chose. Donc d'aller d'un domaine accessible, le bâton dans le sable, vers l'inaccessible, donc la hauteur d'une pyramide. Et donc, l'intelligence artificielle, à mon sens, ressemble un petit peu à à une forme de construction de nos mondes, en fait. Et donc, on externalise ce point de vue dans un instrument qui rend la haute dimensionnée d'un phénomène. Et si vous voulez haute dimensionner, vous pouvez penser à des jeux de données massifs, donc de big data. Et avec l'hypothèse que ce qui gît dans cette multidimensionnalité-là, dans le grand nombre de choses hétérogènes, parce que c'est l'hétérogénéité qui est aussi très intéressant, sinon les données massives produiraient une forme de redondance, on trouve dans une dimensionnalité plus faible des stabilités. Et c'est avec ces stabilités qu'on est capable de commencer à travailler, en fait, et avec lesquelles on peut commencer qu'on peut commencer à articuler, en fait. Donc, ce que l'architecte peut-être va utiliser des instruments pour produire ou générer quelque chose, mais que le travail de l'architecte risque la manière de joindre ces choses-là. Nous n'avons pour cette relation entre l'accessible et l'inaccessible, donc la façon dont on code les données massives, nous n'avons pas au départ ni le code ni le chiffre. En fait, c'est intéressant. Donc, malheureusement, pour les Lumières, malheureusement, aujourd'hui, on doit répondre non. La nature n'est pas écrite dans la langue des mathématiques, elle est plutôt codée et cachée sous un chiffre et une grille, en fait. Donc, le code et toutes les permutations possibles. Donc, ce qu'on donne à la machine, c'est la recherche dans ces permutations multiples, des éléments, des stabilités. Et donc, l'apprentissage par l'apprentissage machine, on cherche à mimer
avec un réseau neuronal, donc disons avec les algorithmes que moi je connais mieux, on mime en fait la forme des données de la haute dimensionnalité, de chercher à regarder leurs tendances et certaines invariances dans toutes les variations. Donc, en conclusion, je dirais que l'invention architectonique et la manière dont je vois évoluer le travail de l'architecte, c'est de devenir peut-être un petit peu des Thalès de notre époque. Il faudrait peut-être qu'on rejoigne aussi Dédalus aussi, mais ça, je n'avais pas pensé à lui pour aujourd'hui. Mais on trouve les conditions, en fait, sous lesquelles les incommensurables deviennent commensurables. Et ça, c'est le travail, je dirais, en partie algorithmique. Bon, on peut toujours utiliser différentes formes symboliques, donc on peut utiliser le récit, mais on peut, donc les langues naturelles, mais on peut aussi utiliser les langages de code. Nous apprenons, en fait, comme avec notre corps ou avec les corps des autres, par observation. Donc, on projette, en fait, et on multiplie à grande vitesse l'apprentissage du corps virtuel de l'intelligence machine dans les données massives, qui sont une sorte de milieu que nous avons en partie cultivé. Donc, c'est là où je trouve plus intéressant pour les architectes d'apprendre à créer eux-mêmes, en fait, ces modèles génératifs ou modèles euh, d'invention, c'est-à-dire de chercher, trouver dans les données massives des tendances qui les intéressent, et que euh, la question donc qui se poserait en fait pour l'architecte, disons, serait quelle est la nature de cette articulation-là? Et pour conclure, en fait, je dirais qu'on reste quand même dans une forme de classicisme. Donc, on rejoint quelque chose de peut-être plus traditionnel avec l'architecture, mais ce serait un classicisme réaliste. Parce que c'est pas seulement dans les idéalités, en fait, dans la tête des gens ou dans les universels abstraits, mais plutôt dans les universels concrets. C'est-à-dire, l'exemple que je donne, c'est que on a une sorte de type qui est la house, mais qui serait une idée qu'on a d'une maison, mais la houseness serait toute la caractérisation de la maison sous des milliers et des milliers d'exemples de maisons selon la façon qu'on voudrait coder ou présenter la maison à la machine, que ce soit le plan ou une topologie de connectivité, etc. Donc, étant un réalisme, dans un sens, on intervient avec intelligence humaine, on intervient des humains intelligents avec une intelligence artificielle du monde, et avec ce monde-là, on cherche à l'aider, disons, à se souvenir de lui-même, donc de se dévoiler d'une certaine façon ses secrets, même si nous devons nous-mêmes tenter de, euh, euh, de même penser en fait quel serait le code dans lequel ces secrets-là seraient dévoilés à nous. Et je pense que je vais laisser ça comme ça pour la discussion. Merci.